Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du cholangiocarcinome pour l'association Espoir Voie Biliaire et je suis Marie Muller, oncologue digestif et oncogénéticienne pour les cancers digestifs au CHU de Nancy. Les cancers des voies biliaires, qu'on appelle cholangiocarcinome, donc c'est un nom un peu complet finalement pour parler d'un type de cancer du foie. Donc c'est vrai que quand on entend parler des cancers du foie, on pense beaucoup à la maladie du foie qui est la cirrhose, qui se développe chez les patients qui consomment beaucoup d'alcool habituellement ou qui ont des hépatites virales. Mais finalement, ce n'est pas le sujet. Cette appellation classique de cancer du foie lié à l'alcool sur la cirrhose, ça s'appelle les carcinomes hépatocellulaires et ce sont les cancers les plus fréquents dans le foie. Là, quand on va parler des cancers du foie, cancer voie biliaire type cholangiocarcinome, c'est très différent. Donc, les facteurs de risque sont très différents. Ça, il faut bien le comprendre. Et ces cancers des voies biliaires cholangiocarcinomes, qui peuvent aussi se développer dans le foie, ne représentent que 15% des cancers du foie dans l'ensemble. Donc ça, c'est un élément de confusion qu'il faut quand même bien comprendre. Concernant les cancers des voies biliaires et les cholangiocarcinomes, il y a une classification anatomique qui est importante pour nous pour décider de la stratégie thérapeutique, notamment quand on peut les opérer. C'est très important pour le chirurgien. De manière très générale, il y a les cholangiocarcinomes intrahépatiques, donc qui se développent plutôt au niveau des voies biliaires distales et dans les tissus hépatiques du foie. Il y a également les cancers des voies biliaires qui se développent au niveau périhilaire, donc c'est là où démarre finalement vraiment la voie biliaire principale et fait sa bifurcation en voie biliaire droite et gauche, donc c'est vraiment les voies biliaires initiales. Et il y a ensuite le cancer des voies biliaires qu'on appelle plutôt distales, où ce sont les voies biliaires d'aval, où il y a également, par exemple, la vésicule biliaire en elle-même. Concernant le mode de révélation du cancer des voies biliaires, alors c'est quelque chose qui est assez difficile parce que on peut voir un petit peu tous les tableaux. Classiquement, comme c'est une maladie qui touche les voies biliaires, il va y avoir souvent une gêne au niveau de l'écoulement de la bile, qui est finalement les impuretés du foie qui transitent par les voies biliaires. Ces voies biliaires s'abouchent dans l'intestin et donc la bile s'évacue normalement dans le tube digestif. C'est ce qui va colorer les selles en brun. Quand il y a une atteinte au niveau des voies biliaires, un des premiers signes, ça peut être la gêne à l'écoulement de cette bile dans le foie au niveau des canaux biliaires et donc la rétention de la bile au niveau du foie. La bile ne s'écoule plus dans le tube digestif. On va alors avoir des selles qui vont se décolorer, devenir un petit peu couleur mastic. On va avoir des urines qui vont être plus foncées, puisqu'en fait, finalement, la bile va refluer au niveau de la circulation sanguine. Et donc, ça va se voir aussi sous la peau, sous les téguments, avec un teint qui va devenir jaune. Et ça commence notamment au niveau du blanc de l'œil, ce qu'on appelle la sclère. C'est un des premiers signes. Donc, les patients peuvent consulter aux urgences à cause d'une jaunisse, ce qu'on appelle un ictère. Un autre mode de révélation, ça peut être un tableau qui est assez peu spécifique pour nous, une fatigue, des douleurs abdominales mal systématisées, une perte de poids, une perte d'appétit. Ça peut être aussi un patient qui va consulter son médecin traitant et on va le découvrir un petit peu par hasard sur une prise de sang avec des anomalies du bilan hépatique. Les facteurs de risque, comme je l'ai dit, ils sont déjà très différents en comparaison des autres cancers du foie. Euh, Habituellement, ce sont plutôt des inflammations du foie chroniques qui vont être, par exemple, le lit du développement de ces cancers, notamment au niveau des voies biliaires, mais aussi un nouveau type d'inflammation que l'on voit augmenter actuellement dans les pays industrialisés, c'est finalement l'inflammation qui est liée à ce qu'on appelle la maladie du foie gras, parce que notre mode de vie change, il y a de plus en plus de surpoids, d'obésité, de sédentarité, de diabète, et c'est probablement aussi le lit d'un fond d'inflammation chronique dans le foie qui peut être un des facteurs favorisant la survenue de ces cancers qui augmentent notamment pour les cholangiocarcinomes intrahépatiques. Les autres facteurs de risque un peu plus rares et moins bien connus finalement, c'est finalement
heu, les maladies inflammatoires des voies biliaires, notamment la cholangite sclérosante primitive. D'autres facteurs d'inflammation, des voies biliaires, ça va être les calculs que l'on fait. On sait que c'est associé à une augmentation du risque de faire un cancer des voies biliaires. Les autres facteurs environnementaux classiques, tabac, alcool, sont probablement en lien, mais dans une moindre mesure parce que, on n'a pas de vrais chiffres, en tout cas de de lien avec ce risque de cancer. Les autres facteurs de risque, sont probablement génétiques. On aura l'occasion, de développer cette partie un petit peu plus tard. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas de facteurs de risque criants, évidents. On peut aussi parler de l'augmentation de l'âge qui est un facteur, général classique finalement de tous les cancers. On a effectivement mentionné qu'on voyait un rajeunissement des cancers, heu, dans la société, notamment dans les pays occidentaux. On parlait avant des facteurs de risque du cancer des voies biliaires. Il y a un élément très rare, mais qu'il ne faut pas méconnaître pour les spécialistes d'organes, c'est les facteurs héréditaires du cancer. C'est quelque chose que l'on connaît bien, que l'on connaît de mieux en mieux. Alors, de manière générale, on va dire que les prédispositions génétiques ou héréditaires au cancer ne sont pas les facteurs de risque les plus importants des cancers et notamment digestifs. De manière générale, ça va représenter environ 5% des cas au niveau des cancers digestifs. Pour parler spécifiquement des prédispositions héréditaires au cancer des voies biliaires, c'est un sujet qui est encore un peu méconnu. Pourquoi? Parce que comme je le disais, c'est un cancer qui est rare et donc chercher du rare dans des cancers rares, c'est pas quelque chose qui est encore bien exploité. Néanmoins, nos capacités d'analyse et nos connaissances évoluent quand même assez rapidement et maintenant nous pouvons être assez certains sur le fait qu'il existe des prédispositions génétiques au cancer des voies biliaires, notamment 2 gènes qui sont les gènes BRCA1 et BRCA2 qui sont également connus pour être un facteur de risque génétique du cancer du pancréas, mais aussi du cancer du sein et du cancer des ovaires pour les femmes. Donc on le sait, c'est très important en tous les cas de se poser la question du terrain héréditaire chez un patient, même s'il est âgé, en l'interrogeant sur ses antécédents personnels et familiaux de cancer. Et s'il est jeune, en général jeune, on le définit sur le plan de génétique comme moins de 50 ans, je pense qu'il faut se poser la question de manière assez systématique d'une prédisposition héréditaire au cancer. Donc ces deux gènes BRCA1, BRCA2 sont probablement ceux, même bien que rares, les plus fréquents que l'on va rencontrer dans le cancer des voies biliaires héréditaires. On a du mal à le chiffrer, peut-être 3 à 5. De manière encore plus rare et assez peu définie, environ de l'ordre de 1%, une autre anomalie génétique qui concerne le syndrome qu'on appelle le syndrome de Lynch, qui augmente le risque de faire des cancers digestifs. Ce n'est pas clairement démontré, mais en tous les cas, il y a une forte suspicion pour que ce soit associé au cancer des voies biliaires, encore une fois dans un nombre très faible de cas. Et encore une fois, ces éléments-là sont très importants, et bien pour la famille, faire du dépistage, mais aussi pour le patient, parce qu'avoir connaissance de ces éléments peut nous aider dans le plan de soins et le traitement des patients. Concernant les démarches à faire en oncogénétique, je pense que il faut en parler au médecin oncologue qui suit le patient, parce que je pense que tous les oncologues doivent être sensibilisés à la question de l'hérédité du cancer. Si ce point n'a pas été abordé, vous pouvez questionner l'oncologue ou même le médecin traitant qui, en fonction de vos antécédents personnels et familiaux de cancer, pourra trouver important de vous orienter ou pas vers un spécialiste de l'oncogénétique. Sinon, de manière plus large, sans passer forcément par le médecin traitant ou un oncologue, heu, le plus simple, c'est de finalement, contacter directement une consultation d'oncogénétique qui se trouve habituellement dans tous les CHU ou les centres de lutte contre le cancer en France, où on pourra vous demander de remplir un questionnaire où vous mentionnerez vos antécédents personnels ou familiaux de cancer et en fait, ces dossiers sont étudiés, savoir s'il est judicieux de faire des analyses, plus larges.
Encore une fois, les analyses ne sont pas faites de manière systématique, puisque en fait, ce sont des choses qui sont très rares et il est très important pour nous en oncogénétique de correctement cibler le patient chez qui l'analyse génétique doit être faite. Le but étant d'identifier le patient chez qui on a le plus de probabilité de mettre en évidence l'anomalie génétique, toujours pour aider le patient, mais bien évidemment dans une démarche plus globale qui est d'aider la famille. Concernant l'épidémiologie, premier message important, l'épidémiologie, c'est-à-dire le nombre de cas, la présentation de ces cas est très différente, par exemple, dans les pays d'Asie, où c'est un cancer qui est endémique, c'est-à-dire il y en a énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur de risque très différent qui est finalement la parasitose, avec notamment la douve du foie, qui là crée des facteurs inflammatoires et, et le lit du cancer des voies biliaires, donc dans les pays asiatiques, encore une fois, à cause voilà, des parasites ou qui vont consommer dans le poisson cru, euh, qui, qui est une épidémiologie, en tous les cas un facteur de risque que l'on n'a pas dans nos pays occidentaux. Donc en France, concernant la présentation du cancer des voies biliaires, on a parlé avant des facteurs de risque. De manière générale, c'est un cancer qui survient un peu plus chez les hommes que chez les femmes, mais c'est finalement en train de se tendre avec un taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, euh, qui est globalement stable, mais on a quand même cette impression que ça augmente progressivement. Avec les derniers chiffres de l'INCa sont un peu anciens, ils datent de 2018, un nombre incident, donc de nouveaux cas annuels de 3000 cas. On est peut-être plutôt maintenant autour de 4000 cas par an, mais le constat est le même, ça reste un cancer rare qui est finalement assez peu connu, sauf vraiment des spécialistes d'organes et d'oncologie digestive. D'où l'importance de référer les patients ou au moins de prendre avis auprès d'un centre expert qui connaît bien cette pathologie sur tous les plans, médicaux bien sûr, mais aussi chirurgicaux. Ce qui est important, je pense aussi, comme le tableau peut être parfois peu spécifique, c'est de bien sensibiliser les médecins traitants ou les médecins hépato-gastro-entérologues sur le fait que un patient fatigué, surtout s'il a plus de 50 ans, qui a des douleurs abdominales, il faut aller au bilan biologique rapidement. Il faut quand même penser à faire une imagerie rapidement parce qu'encore une fois, on n'y pense pas forcément, comme c'est rare. On ne peut pas demander au médecin traitant de bien connaître cette pathologie. Donc peut-être avoir les examens complémentaires assez faciles. Il ne faut pas méconnaître aussi, on a l'impression un rajeunissement des patients. Donc, ce ne sont pas les cas les plus fréquents, hein, les maladies, les cancers des voies biliaires et les cancers au sens large chez les sujets les plus jeunes. Néanmoins, c'est quand même quelque chose auquel on est de plus en plus confronté. Et donc, voilà, bien sensibiliser aussi les médecins traitants sur le fait qu'un cancer, notamment digestif, peut survenir avant 50 ans. Concernant la prise en charge des cholangiocarcinomes, il faut quand même savoir que c'est un cancer qui est agressif et qui est associé à une survie globale à 5 ans, donc tout stade confondu, équivalente à celle du cancer du pancréas, c'est-à-dire inférieure à 10%. Pourquoi? Eh bien, dans une étude récente qui a été faite sur des données françaises, le premier constat, c'est que quand on prend en charge un patient en France qui a un diagnostic de cholangiocarcinome, un patient sur 4, 25% des patients, ne seront pas accessibles à un traitement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un retard au diagnostic, parce qu'il y a des complications au niveau des voies biliaires. Hein, vous savez, la bile qui s'évacue pas bien, devoir faire des gestes, des complications infectieuses liées à cette stagnation de la bile, ou tout simplement un patient qui malheureusement a un état général qui n'est plus compatible avec une prise en charge parce que dénutri, on touche quand même le système digestif, donc il y a de manière quasi constante une dénutrition, ou alors parce que le cancer l'a trop épuisé. Donc, concernant la prise en charge générale du cancer des voies biliaires, un message qui est très important, c'est que c'est une prise en charge qui est vraiment multidisciplinaire, où plusieurs acteurs de santé sont impliqués. Il y a bien sûr les chirurgiens, il y a les radiologues pour bien nous aider à localiser le cancer, évaluer sa résecabilité ou voir si le cancer est généralisé, et bien sûr les oncologues médicaux qui aident
en proposant des traitements médicamenteux qu'on appelle systémiques, qui peuvent être des chimiothérapies, des immunothérapies ou parfois même des thérapies ciblées. Je pense qu'il est important d'avoir l'avis d'un médecin qui connaît bien le cancer des voies biliaires, parce que, encore une fois, c'est un cancer rare pour lequel il y a eu quand même beaucoup d'innovations thérapeutiques ces dernières années et qu'il y a toujours des essais thérapeutiques en cours pour lesquels euh, il peut y avoir un intérêt à les proposer pour certains patients. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important d'un point de vue médical, mais aussi dans le sens de l'expertise chirurgicale. Heu, je pense que c'est mieux de consulter un médecin dans un centre, qui a une bonne expertise de cette pathologie. Quand on peut prendre en charge un patient qui a un cholangiocarcinome, la première question que l'on se pose, c'est: le patient est-il accessible à une prise en charge chirurgicale? La réponse est oui dans environ 15 des cas. C'est assez peu. Pourquoi? Eh bien, parce que au niveau des voies biliaires, il est parfois très difficile de pouvoir opérer entre guillemets correctement, c'est-à-dire être capable de tout enlever. Quand l'arbre biliaire est touché dans son intégrité ou que la voie principale est touchée, malheureusement, c'est un acte chirurgical qui n'est pas réalisable. Parfois, les cholangiocarcinomes intrahépatiques sont beaucoup trop volumineux et ne peuvent pas permettre une prise en charge optimale, c'est-à-dire laisser une quantité de foie sain suffisamment importante. De la même façon, au diagnostic, le cancer est parfois généralisé, c'est-à-dire qu'il y a des métastases, plusieurs lésions qui peuvent être dans le foie, mais aussi des métastases, donc le cancer qui s'est déplacé dans d'autres organes, qui peuvent être des organes de voisinage comme les ganglions ou d'autres organes plus à distance comme le poumon, les os ou encore le péritoine. Concernant l'avancée dans les techniques chirurgicales, donc, je ne suis pas chirurgien, mais le but maintenant, dans de plus en plus de cancers digestifs, est peut-être d'essayer d'amener les traitements médicamenteux en amont de la chirurgie pour rendre opérables peut-être des patients qui ne le seraient pas à la première évaluation médico-chirurgicale. Donc, il y a des essais thérapeutiques actuellement en cours qui posent cette question de traitement préopératoire pour peut-être augmenter la résicabilité des patients. Concernant la suite de la prise en charge actuellement, donc quand cette première stratégie ne fonctionne plus, on se tourne vers des traitements ultérieurs. Pour ces traitements ultérieurs, on va continuer la chimiothérapie dans environ 75 des cas. Et la grande révolution de ces dernières années également, donc c'est quelque chose de très récent, qui date d'il y a au maximum 5 ans, c'est l'émergence de la biologie moléculaire dans le cancer des voies biliaires. Maintenant, après l'échec de la chimiothérapie, immunothérapie en première intention, on va pouvoir personnaliser le traitement à partir du traitement donc, de deuxième intention, ce que l'on appelle la deuxième ligne. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, dans un cas sur 4, on va pouvoir adapter le traitement à ce que l'on appelle le profil de biologie moléculaire du cancer. Effectivement, on a des altérations clés que l'on est capable d'identifier dans le cancer en lui-même et donner un traitement spécifique de cette altération. Les plus connues, en tout cas celles que l'on doit chercher de manière impérative, sont tout d'abord les anomalies du gène FGFR2 qui concernent environ 10 des patients, les anomalies du gène IDH1 qui, pareil, concernent environ 10 des patients, et d'autres anomalies plus rares comme la recherche d'une instabilité des microsatellites, une amplification du gène HER2 ou encore des mutations dans le gène BRAF. Donc tout ça est en tous les cas déterminant pour définir le traitement de deuxième intention. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait que ces traitements de deuxième intention font mieux que la chimiothérapie. Ils font mieux en termes de durée de vie, donc on fait gagner un temps précieux aux patients. Alors, ce ne sont pas des années, mais ce sont l'équivalent d'environ 6 mois, 9 mois, voire plus dans de plus rares cas, et de faire gagner ce temps précieux pour un cancer très agressif avec une qualité de vie qui est tout à fait conservée pour les patients. Donc, ce n'est pas encore guérir le cancer, mais ce sont des avancées clairement significatives pour nous qui ont permis d'apporter des espoirs nouveaux dans le cancer du voie biliaire que l'on ne peut pas opérer.
avec maintenant l'émergence de nouvelles molécules qui sont des optimisations de ces premières versions de traitements ciblés dans le cancer des voies biliaires. Donc on continue à améliorer les choses. Il est très important que les patients sollicitent leur oncologue référent pour leur demander directement s'il n'y a pas un essai thérapeutique qui serait pertinent pour eux. Alors, les essais thérapeutiques sont très importants. Ils permettent aux patients d'avoir accès à de nouvelles molécules innovantes que l'on n'a pas du tout en pratique clinique quotidienne. Et en tous les cas, c'est une offre thérapeutique supplémentaire pour les patients. Et je pense que l'oncologue doit se renseigner, surtout pour ce cancer qui est rare, sur les possibilités d'inclusion dans des essais thérapeutiques. Parfois, il faut effectivement se déplacer en région parisienne ou à Lyon, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Bien que ce cancer des voies biliaires soit rare, ce qui est important, c'est qu'il est quand même de mieux en mieux connu et il est très bien connu par certains médecins, qu'ils soient chirurgiens, qu'ils soient oncologues médicaux. Donc, il y aura forcément sur les territoires des médecins qui sauront vous aiguiller au mieux et vous prendre en charge au mieux pour ce cancer. Et un message qui est très important dans ce cancer des voies biliaires, c'est aussi l'amélioration quand même considérable de la prise en charge des patients. Pour le moment, les patients donc, que l'on ne peut pas opérer, avec depuis environ 5 ans, euh, l'innovation thérapeutique et l'arrivée d'un arsenal thérapeutique extrêmement innovant qui était jusqu'alors complètement absent du domaine du cancer des voies biliaires, que l'on avait vu par exemple arriver dans le cancer colorectal. Et là, quand on dit qu'un patient sur 4 peut accéder à un traitement ciblé de son cancer des voies biliaires avec une amélioration de sa qualité de vie et sa durée de vie, c'est quelque chose qui était jusqu'à il y a peu de temps inespéré et c'est un vrai message d'espoir. L'autre grand message d'espoir, c'est que les connaissances en biologie moléculaire évoluent constamment, que l'oncologie médicale évolue constamment et qu'on va de plus en plus vite dans l'innovation thérapeutique avec la meilleure caractérisation moléculaire des cancers, donc la personnalisation des traitements du cancer et notamment aussi dans le cancer des voies biliaires et le développement de nouvelles molécules combinées qu'on appelle nous des anticorps conjugués aux chimiothérapies ou des anticorps bispécifiques qui vont encore apporter un arsenal thérapeutique innovant chez les patients. Et chez les patients que l'on peut opérer, il y a donc tout ce pan du traitement préopératoire pour augmenter les possibilités de chirurgie des patients et espérer que le taux de récidive du cancer soit moins important, qui sont des pistes très innovantes à l'essai qui vont probablement nous permettre dans les années à venir encore d'optimiser la prise en charge des patients.